on a joué avec la régie à Sobek 2 joueurs. Sobek 2 joueurs, c'est un jeu de Bruno Catala, Sébastien Pochon, édité chez Catch Up Games, et l'illustrateur n'est pas noté sur la boîte. Ça, c'est pas bien. C'est illustré par Nayad, et ça n'est même pas noté sur le contour de la boîte. Mais dans le contour, oui. Dans le contour intérieur, oui, mais pas dans le contour extérieur. C'est-à-dire que une personne qui l'achète ne peut pas voir que c'est... Enfin, une personne qui va l'acheter ne peut pas voir que c'est fait par Nayad. Hop là, voilà. Ça, c'est pas bien. Donc, on va faire un résumé rapide de ce qu'est Sobek 2 joueurs. L'idée, c'est pas non plus de vous faire toutes les règles, tous les points, etc. Parce que vous avez pas mal de vidéos qui vous les présentent déjà. Le principe de Sobek 2 joueurs, c'est que vous allez faire des collections de tuiles et les revendre pour marquer des points en fin de partie. À votre tour, du coup, vous pouvez soit déplacer l'encre en fonction de la direction qu'il indique, en fonction de ces petites ailettes. Et du coup récupérer une tuile dans la ligne, la colonne ou la diagonale, et la placer dans votre main, qui est face cachée pour l'autre joueur. Le joueur ne peut pas voir ce que vous avez dans votre main. Une fois que vous allez commencer à récupérer des tuiles, vous allez du coup pouvoir après les vendre, et ensuite à la fin de la partie ça vous fera des points de victoire en fonction du nombre de tuiles que vous avez vendues, ainsi que vous le multipliez par le nombre de scarabées qu'il y a dans les tuiles de cette collection. Dans le sens où si je vends des nonos, enfin des défenses, je vais avoir du coup, par exemple, si j'en ai, si j'ai, on va mettre en focus, hop là. Si j'ai ces 3 tuiles là dans ma réserve que j'ai vendue, ça me fera du coup 3 fois 6, donc du coup 18 points de victoire en fin de partie. Évidemment, je vais pouvoir vendre de plus en plus, et du coup ça va se rajouter, ça va rajouter du multiplicatif, etc. Donc il faut faire attention un petit peu à ça. Oups. Hop là. Donc à mon tour, je peux récupérer les tuiles. À mon tour, je peux ou sinon vendre des tuiles, donc pour marquer des points de victoire, je les révèle et je marque des points de victoire. Ou sinon, je peux jouer des personnages qui sont présents sur ces tuiles-ci, face cachée. Et ils ont des petits effets qui vont un petit peu retourner la partie. Il y a aussi les pirogues. Une fois que j'ai vendu un lot, donc c'est-à-dire que j'ai révélé des tuiles pour marquer des points en fin de partie, je peux récupérer, regarder toutes les pirogues, j'en choisis une et je fais son effet. Ça peut être rejoué, ça peut être aussi, comment dire, marquer des points en fin de partie, ça peut être aussi rajouter de la corruption à l'autre joueur. La corruption, c'est un principe qui consiste au fait que si par exemple quand je prends une tuile, je veux prendre celle-ci et pas, enfin celle-ci qui est plus loin que l'encre, et bah du coup ces 2 tuiles là qui sont sur le chemin vont dans ma corruption. Plus l'écart sera grand entre ma corruption et celle du joueur adverse, plus le joueur adverse pourra marquer de points en fonction de si c'est lui qui en a moins ou pas. Voilà pour les règles rapidement, en résumé rapide. L'idée, comme je vous disais, c'était de vous dire pourquoi c'est bien. Pourquoi moi j'aime bien, pourquoi je trouve que ça fonctionne bien, et qu'est-ce que aussi je trouve que ça fonctionne pas très bien. Alors, petit disclaimer, ce n'est que mon avis personnel, ça ne concerne que moi, et c'est non exhaustif, dans le sens où je peux peut-être oublier les choses, ça arrive. Donc, c'est mon avis à moi. Ça vous permet d'avoir aussi une autre réflexion sur vous dire pourquoi c'est bien, pourquoi on peut bien aimer le jeu, ou pourquoi par exemple moi ça va pas me correspondre, ou etc., etc. Mais en tout cas, déjà du postulat, moi j'aime bien Sobek. Je trouve que ça marche bien.
Mais il y a des petites choses qui me titillent notamment. Et vous allez voir. Déjà, la mécanique de cette encre qui va indiquer les directions, je trouve que ça marche très bien. Allez, 2 petites secondes. Voilà, j'ai mon nez qui me grattait très fort. Je trouve que cette mécanique d'encre marche vraiment très bien. Dans le sens où, du coup, ça me dit, ça me limite mon choix, alors qu'il y en a beaucoup, sur maximum 5 tuiles, voire moins. Ça me permet aussi d'avoir une possibilité de choix sur ce que l'adversaire va choisir après. Dans le sens où si par exemple, moi, je veux scorer avec les défenses, par exemple, du coup, je vais pas laisser le joueur aller ici, par exemple. Sinon, ça va trop l'avantager. Mais par contre, il faut que je fasse attention parce que peut-être que du coup, ça va lui laisser des possibilités aussi très intéressantes, comme les statues de Sobek qui sont considérées comme des jokers, etc. etc. Donc ça, c'est pour moi une mécanique qui fonctionne très bien. Ça limite les choix cognitifs, ça évite qu'on ait trop de choses à gérer et qu'on se retrouve coincé pendant 30 ans parce qu'il y a trop de choix. Malgré tout, ça laisse des possibilités de jeu et notamment des possibilités soit de scoring pour nous, soit de contre pour l'adversaire. Donc ça marche assez bien et je trouve que c'est assez malin. Aussi, ce que je trouve sympa, c'est cette mécanique de vente. Je vous en parlais, si à un moment je veux du coup scorer en os, parce que dans ma main j'en ai, hop, et je vais devoir en fait en avoir au moins 3 pour scorer. C'est-à-dire que si par exemple j'avais ça, je peux pas vendre mon lot. Je suis obligé d'attendre d'en avoir un 3e pour pouvoir le faire. Ce qui fait que ça me limite dans mes choix, dans le sens où je me dis parfois, notamment parce que par exemple il y a 6 défenses dans le jeu, si je veux scorer plus en défense, il va peut-être falloir que j'en récupère d'autres. Mais si j'en récupère d'autres, il va me falloir, et que les 6 sont encore disponibles, il va peut-être falloir attendre que j'ai les 6. Est-ce que je vais avoir le temps de scorer? Parce que l'autre joueur va peut-être mettre fin à la partie, etc. etc. Donc ça, c'est une réflexion qui est intéressante de se dire, est-ce que je valide vite mes trucs ou est-ce que j'attends? Et aussi, ce qui est vraiment malin, c'est que ça compte comme un tour. C'est-à-dire qu'à un moment, je dois déplacer l'encre. J'ai pas envie. Et j'ai un lot que je peux vendre, et je vais le vendre. Comme ça, je récupère pas des tuiles qui m'intéressent pas, et en plus, ça force l'adversaire à prendre des tuiles qu'il aime pas. Ou à faire un tour un peu moins bon. Donc je trouve ça malin. Je trouve que ça marche bien. Hop. Je trouve que ce concept fonctionne bien. Le terme aussi du scoring sur ces lots est assez sympa, dans le sens où vu que c'est multiplicatif, plus vous en allez avoir, plus ça va être violent. Avec des trucs qui peuvent être un peu fifou à la fin, dans le sens où on a du coup ici les infos, notamment au niveau du blé par exemple, on peut faire par exemple 30 points de victoire, voire plus, avec l'un des jetons pirogue, qui est notamment celui-ci qui vous rajoute 2 scarabées. Et vraiment, je trouve que ça marche un peu du feu de Dieu. Parce que du coup, on se retrouve avec des multiplicatifs, on se retrouve avec des situations où genre vraiment, t'es en mode « Et paf, j'ai fait 80 points, c'est la teuf, je suis trop fort. » Après, par contre, du coup, ça peut parfois creuser l'écart entre les joueurs. C'est assez rare. Moi, ça m'est arrivé une fois où l'écart était vraiment très creusé. C'est arrivé sur une partie sur BGA. La première partie d'ailleurs. Mais les autres parties se sont jouées vraiment sur quelques points. À chaque fois. Autre point qui est vraiment sympa. Cette mécanique de corruption. Dans un sens, elle est sympa. Vous verrez après pourquoi je la trouve pas parfaite. Mais elle est sympa. Dans le sens où, en fait, plus je vais choisir ce que je veux exactement, plus je vais avoir de la corruption, donc plus je vais
donner des points à l'adversaire. Ces points, ça se représente par des jetons d'ébène qui sont ces petites pièces qui ont un score aléatoire, enfin semi-aléatoire. En fait, il y a des 7, des 3, des 6, un 8, un 9, des 4 et des 5. Donc, dans l'idée, vous avez des chiffres qui vont de 3 à 9. Ils ne sont pas tous représentés de la même manière, évidemment. Les 3 sont plus récurrents. Ensuite, les 4, 5, 6 et 7, il n'y en a que 2. Et les 8 et 9, il n'y en a qu'un. Mais c'est intéressant de se dire « Ah ouais, mais je veux ce joker là, il est trop bien. Mais il va falloir que je me prenne 2 corruptions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'adversaire a déjà de la corruption? Est-ce que l'adversaire va pas me remettre de la corruption ?» Avec notamment des jetons pirogues qui ajoutent de la corruption. Qui sont ici. Donc, vous avez un petit peu ce système-là qui est intéressant et qui fonctionne assez bien, je trouve. Ensuite, les jetons pirogues fonctionnent bien. Les jetons pirogues fonctionnent bien en matière de gameplay. Dans le sens où il y a vraiment ce côté où je peux en fait choisir de vendre rapidement un lot pas très fort pour pouvoir regarder les jetons pirogues et ensuite faire des stratégies. Ou sinon, je peux me dire, non, je vais scorer plus d'abord. Je vais être sûr de mes scorings. Et ensuite, je pourrais peut-être faire des jetons pirogues, etc. Sachant que les jetons pirogues, il peut y en avoir des très forts. Notamment dans les jetons pirogues, qu'est-ce que je trouve qui est très intéressant? Il y a le fait de rejouer un tour complet. Il y a le fait de marquer des points de victoire, que ce soit 7 points bruts ou 2 points et un jeton d'ébène, sachant qu'avec un jeton d'ébène, on peut gagner jusqu'à 11 points du coup, au total. Piocher des jetons d'ébène. Il peut y avoir aussi, du coup, je vous disais, les 2 scarabées sur du coup le blé, le bétail ou le poisson, ce qui est assez fort. Et il y a quoi de sympa? Ah oui, ajoutez à votre main toutes les tuiles qui se trouvent sur votre plateau corruption. C'est très costaud et c'est très chouette. Donc, il y a une réflexion à avoir sur le fait que ça peut être très fort. Ça peut avoir des gros impacts sur la partie et des beaux retournements de situation. Par contre, et c'est ça que je trouve ça dommage, c'est que tous les jetons pirogues ne se valent clairement pas. Notamment les jetons pirogues qui ajoutent 1 ou 2 de corruption. Il y en a un de chaque, et 1 ou 2 de corruption, c'est tellement faible en comparaison avec tout ce que tu fais autour. Je récupère tous les jetons qu'il y a dans ma corruption. Ça te fait passer à 0, et en plus, tu as des tuiles dans ta main. Je peux récupérer jusqu'à 5 points de victoire, 7 en moyenne de points de victoire. Ça, c'est costaud aussi. Je peux rejouer un tour et placer après l'angle dans le sens de mon choix. C'est très fort aussi. J'ajoute 2 scarabées, c'est très fort aussi. Oui, aussi il y a un autre jeton pirogue qui force l'adversaire à prendre un jeton spécifique. Donc placez le jeton sur la tuile de votre choix dans la direction actuelle du pion Ankh. Votre adversaire doit utiliser l'action de son prochain tour de jeu pour prendre cette tuile. Il ne peut choisir ni une autre action ni une autre tuile, mais résout cette action normalement en prenant l'éventuelle corruption. Donc je peux foutre 2 corruptions à un joueur, jusqu'à 2 corruptions à un joueur. Je peux du coup le faire choisir la tuile que je veux pour qu'ensuite moi je prenne la tuile que je veux. C'est hyper fort. Donc les 1 et 2 de corruption sont tellement faibles en comparaison. C'est vraiment dommage. Il y a une balance qui n'est pas parfaite. Et ça, c'est bête parce que du coup, ça donne une priorité à des choix. Il y a des choix, entre guillemets, enfin, les choix de corruption, ce seront les derniers, en fait, qu'on voudra prendre à chaque fois. En mode, ça apporte pas grand-chose. Ça sera plus intéressant en fin de partie parce que c'est là où ça peut casser des trucs. Mais enfin, c'est pas non plus fifou, quoi. Notamment parce que l'écart de corruption se fait de manière significative en termes de scoring quand il y a 3 d'écart entre les 2 joueurs.
Donc rajouter 1 ou 2, ça ne crée pas d'écart. Et en plus, ça peut être changé au cours de la partie. Donc c'est pas fifou. En termes de matériel et illustratif, les trucs que je retiens et les trucs qui sont cool. Et les trucs qui sont moins cool aussi. Illustrativement, c'est hyper sympa. Le matériel est chouette, visuellement ça claque, hein, vous le voyez. Les petits plateaux corruption sont sympas parce qu'ils sont justement pas homogènes. Ils sont un peu découpés dans une forme rigolote. Il y a les petites pirogues là, qui s'insèrent là-dedans. C'est très sympa, ça donne... Et là, je vous sors un mot que j'ai reappris, j'ai redécouvert hier. Ça donne de la tenségrité, c'est-à-dire que l'objet vous donne une compréhension de ce qu'il apporte, que ce soit en termes d'univers, en termes de gameplay, dans le sens où ce jeton, il est connecté au plateau de jeu, c'est-à-dire que c'est par les ressources que je vais après récupérer et vendre, que je vais pouvoir les récupérer, parce que du coup, je peux effectivement très facilement les retirer. Et ça, en plus du fait que du coup, ce sont des marchands qui vont les envoyer autre part. Donc c'est connecté à l'univers et en plus, c'est connecté aux mécaniques du jeu. Et ça, c'est beau. Donc ça, c'est très chouette, matériellement. Le dos des tuiles marche assez bien, notamment parce que vous avez du coup les tuiles personnages, les tuiles de départ et les tuiles que vous allez pouvoir récupérer durant la partie, qui sont sympas et qui se reconnaissent facilement. Et ça marche assez bien. Visuellement aussi, que ce soit les statues... non, toujours pas. Les statues de Sobek, comme le bétail, comme les gemmes, etc., se reconnaissent facilement, sont agréables à regarder, et surtout ce qui est sympa, c'est que visuellement, vous avez une échelle, dans le sens où un bœuf, du bétail, qui a un scarabée, ça va être 3 gros bœufs costauds. S'il n'y a pas de scarabée, ce sont 2 petits bœufs mignons. Et c'est pareil avec le blé. Un blé avec, un blé sans. C'est pas la même chose. Pareil pour les défenses, etc., etc. Donc, ça marche assez bien. Le design des personnages est assez cool aussi, hein. Ils sont tous sympas. La disposition est chouette. Ça, c'est hyper clair en termes d'organisation de la tuile. Les symboles sont pas hyper clairs. Les pictos qu'il y a en dessous sont pas hyper clairs, mais vous avez ce récap ici pour vous aider, pour savoir quels sont les effets qui est toujours à côté et notamment qui après devient votre piste de score. Donc visuellement, ça marche très bien. On notera aussi le fond de la boîte, qui est aussi d'ailleurs le dos du plateau. C'est la même chose. Donc je vous le montre là et vous pouvez vous dire que c'est la même chose. Qui est très chouette, qui marche assez bien, qui est dans l'univers. Et au final, c'est sympa. Je trouve ça cool. Ah mais en fait on me l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais il y a le fond vert qui est pas mal, qui est dégueu en focus. Hop là. Voilà. Mais ça marche très bien. C'est vraiment très chouette. Et c'est assez sympa. Par contre, en termes de matos, ça clairement, c'est pas fou, quoi. Ça vraiment, c'est pas fou. Alors, il y a beaucoup de texte, mais c'est vraiment pas très pratique. Et je me pose la question de pourquoi avoir mis ces sortes de grandes planches comme ça, qui prennent beaucoup de place
alors qu'on aurait pu avoir un truc un peu plus optimisé en cartes qui prennent moins de place. Parce que là, vraiment, quand on installe les premières parties, qu'est-ce que ça prend de la place par rapport... Ça fait... Pour vous dire, ça fait quand même la moitié d'un plateau. Donc c'est grand, quoi. C'est un peu grand, ça aurait pu être un peu plus optimisé. Après, peut-être que c'est pour des raisons de coût. Dans le sens où si c'était un peu trop facile, du coup, de tricher pour avoir ce que tu veux, ou au contraire, tu ne fais que counter. Dans le jeu en général? Oui. On verra après, mais effectivement, il y a des possibilités pour ça. Mais dans cette idée déjà, pour revenir à cette histoire de plateau, ils sont vraiment très grands ces trucs, et ils servent un peu, mais enfin, une fois que t'as fait 5 parties, ça tu t'en souviens. Ça, au bout d'un moment, tu t'en souviens aussi, quoi. Enfin, si t'es pas neuneux, sachant que, en plus, il y a des possibilités de mémorisation, enfin d'informations visuelles qui auraient pu se faire sur le plateau, et notamment parce qu'il y a un jeu qui a fait ça de manière assez similaire, avec des petits cajots comme ça qui contiennent des choses, et c'est chez Tanuki Market. Ouais, merci, il dit que je suis neuneux. Non, mais t'as pas fait 5 parties, madame la régie. Mais dans l'idée, c'est que dans Tanuki Market, vous avez en fait sur votre cajot des traits. En fait, c'est barré et ça vous indique combien il y en a, tout bêtement. Donc vous savez que ça, par exemple, s'il y a 5 traits, il y en a 5. Et du coup, en fait, c'est indiqué sur le cajot. C'est comme si ça avait été griffé sur le cajot. Et ça marche assez bien. Et c'est assez bien comme information. Là, malheureusement, on n'a pas cette information sur la tuile. On est obligé à chaque fois de regarder sur ce gros plateau, sachant que du coup, ça peut donner des informations à l'autre joueur sur le fait qu'on compte certaines tuiles ou non. Parce que du coup, par exemple, si c'est comme ça, tu es obligé de le retourner et de te dire « Ah oui, non mais attends, il faut que je regarde ça. » C'est un peu chiant. Voilà. Sinon, pour revenir à la question de la régie, sur le fait de... est-ce que c'est pas trop facile? Alors, la régie dit tricher, mais en tout cas de contrer et de forcer l'autre joueur à être bloqué ou à se retrouver dans une situation où l'adversaire choisit tout le temps pour lui, dans un sens. Alors, pas vraiment. Pas vraiment, parce que même s'il peut y avoir parfois cette sensation qui peut être frustrante dans le jeu, notamment parce que vous vous retrouvez dans une situation où, quand votre adversaire vous dit « Lank, maintenant il est comme ça et tu es obligé de prendre cela », ça peut vous frustrer. Mais derrière, vous avez la possibilité, vous, de choisir déjà l'un des 4 et en plus de rediriger dans le sens que vous le souhaitez. Évidemment, au fur et à mesure de la partie, il va y avoir des choses qui vont se vider. Donc, imaginons, on se retrouve dans cette situation-là. Là, vous n'avez plus trop le choix, si Lank est dans ce sens-là, de prendre cette tuile-là. Sauf que, si la partie a avancé, vous avez récupéré des ressources dans votre main. Donc, vous pouvez vendre un lot pour passer votre tour, dans un sens. Pour ne pas prendre cette tuile qui ne vous intéresse pas. Et pouvoir peut-être faire un choix meilleur au prochain tour. Donc là, par exemple, si j'ai ce choix-là et que je joue mon lot, c'est à l'adversaire de jouer. Donc il a la possibilité soit de prendre, soit de vendre solo, soit de jouer un personnage. Mais s'il n'a pas de personnage et pas de lot à vendre, il va être obligé de le prendre. Et donc ça m'avantage moi. Et donc ce qui fait que ça peut tourner. Il y a des situations qui peuvent tourner. Et évidemment, un joueur qui a plus l'habitude de jouer au jeu a beaucoup plus de chances de gagner et de maîtriser cette rotation de rythme, on va dire. Dans le sens de quelqu'un qui mène la danse et l'autre qui la subit.
Donc, faut faire attention parce qu'effectivement, il va y avoir une disparité qui peut être un peu grande entre quelqu'un qui a l'habitude d'y jouer et quelqu'un qui a l'habitude de ne pas y jouer. Enfin, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'y jouer plutôt. Donc, on a fait le point matériel. Par contre, on n'a pas fait un point gameplay que je vous ai pas dit et qui moi, par contre, m'a pas mal déplu. Qui est, parce que je vous avais dit qu'on en reparlerait, les jetons d'ébène. Outre le fait qu'ils sont beaux, qu'ils sont découpés de manière intéressante parce qu'ils sont pas homogènes, hein, ils sont pas tout ronds, ils ont des petits creux, etc. C'est sympa. Quand vous récupérez un jeton d'ébène, vous le placez face cachée devant vous. Vous ne donnez pas l'information à l'adversaire que vous avez cette valeur-là. Pour moi, c'est un peu embêtant. Dans le sens où, je revérifie, hein, pour pas vous dire de bêtises encore une fois, hein, mais Pipali papou. Voilà. On conserve un jeton d'ébène face cachée ici. Et à chaque fois, normalement, ils vont nous dire de du coup prendre le jeton d'ébène et le placer face cachée devant nous. Hein. Et conservez-le sans révéler sa valeur. Mais les autres... Ah, je ne sais pas si tous les jetons d'ébène sont face cachée. Parce que là... C'est vrai qu'attendez, j'ai un doute. Le doute m'habite. Parce que... il est indiqué ici que si je prends un jeton d'ébène, je le mets face cachée. Mais il n'est pas indiqué pour le reste, si ils sont toujours face cachée. Et ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Si vous appliquez l'effet... Bah, on s'en fout. Bah, c'est pas indiqué. Et ben... Bah, j'imagine qu'ils sont tous face cachée, du coup, parce que sur BGA, ils sont tous face cachée. Ils sont tous mis face cachée. Donc, j'estime qu'ils sont tous joués face cachée. Et c'est très chiant en termes de suivi de scoring. Dans le sens où si mon adversaire récupère un jeton d'ébène, il peut avoir 3 points comme il peut avoir 8 points. Enfin 9 points, pardon. Et en fait, c'est hyper grand comme écart. C'est hyper dur de compter ça. Ce qui fait que là, mon adversaire a ça, je ne sais pas quel score il a. Et du coup, je me retrouve dans une situation où je peux pas en fait savoir quelle est l'avancée de mon adversaire parce que je sais ses lots, je sais plus ou moins ce qu'il a en main parce qu'il les a pris au fur et à mesure de la partie, sauf 2 au début de la partie. Mais par contre, ça, je sais pas ce qu'il va avoir. Donc, il peut avoir, imaginons, s'il a 3 jetons d'ébène, parce qu'on récupère à peu près, un joueur récupère à peu près 3 jetons d'ébène, il y en a au moins un qui en récupère 3. Il peut avoir, donc, 27, il peut avoir 34 points avec des jetons d'ébène, comme il peut en avoir 9. Et c'est vraiment chiant, en fait. Qu'il y en ait certains qui soient face cachée, d'accord, tous face cachée, c'est un peu violent. C'est un peu beaucoup violent. Oh, et merci. Manas premier. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. C'est le seul côté aléatoire du jeu. Ouais, c'est ça. Alors,
dans un sens, il y a un peu d'aléatoire aussi avec vos pirogues au début de la partie, parce que vous n'avez pas tous les mêmes pirogues, et du coup, le premier qui les révèle, il a le choix, il a la priorité, etc. Mais c'est un côté qui est aléatoire et qui est trop surprenant par rapport au reste du gameplay. Dans le sens où c'est vraiment frustrant de se retrouver en fait à perdre à 2 points de victoire parce que l'adversaire a juste récupéré un meilleur jeton d'ébène que vous. Alors que vous avez fait des meilleurs scores sur le plateau. Vous avez vendu plus de marchandises, etc. Donc je trouve ça un peu frustrant. Je vérifie juste sur la partie faite avec Bruno Catala. Chez un monde de jeu, savoir si ils ont vraiment eu cette situation des tuiles, enfin des jetons d'ébène face cachée. La partie, alors, voyons voir. Est-ce qu'ils ont actuellement, il n'y a pas de jetons d'ébène face cachée. Ah, Bruno a récupéré un jeton d'ébène. Monsieur Cotolo. Oui, il l'a récupéré comment? Ici, il l'a encore. Ah, ici, il l'a pas encore. Donc, ça veut dire que... Ah, il le récupère en prenant une tuile. Donc, effectivement, quand on fait cette situation-là, on peut le faire et c'est indiqué que c'est face cachée. Il n'y a pas une autre situation où il récupère des jetons d'ébène. J'ai pas l'impression sur cette partie. Donc, j'ai pas... Ah, si. Ah non, parce que ça, c'est avec la corruption. Ça, c'est avec la corruption. Donc ça, c'est aussi le côté aléatoire, c'est que la corruption, ça peut te rapporter 6 points, comme ça peut te rapporter 17 points, voire plus, voire moins. Donc c'est un peu trop, à mon goût, aléatoire, en tout cas, par rapport à la mécanique du reste du jeu, qui est très pure au final. Et qui, du coup, se retrouve dans une situation où on est vraiment en mode... Je calcule mes coups, je prévois les trucs. Et d'un coup, t'as ce petit truc qui fait que... Ben non. Le problème, c'est que si les jetons apportent 6 points, par exemple, certains joueurs pourraient calculer et tout miser sur les jetons. Alors, je suis d'accord, mais pour moi, la répartition des jetons, en fait, devrait être moins grande. L'écart devrait être moins grand, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait 4, 5, 6, 7. Il y a un delta de 3 points. Et ça peut retourner des games. Ça peut faire des surprises. Mais un delta de 6 points, c'est énorme. Mathématiquement, c'est énorme. Surtout sur des parties où on fait à peu près 50, 60 points. C'est quoi un delta? Un delta, c'est un écart. Tout simplement. C'est le nom mathématique pour un écart. C'est une raison pour un joueur moins bon de continuer à jouer. Si seul celui qui joue le mieux peut gagner, ben on perd l'intérêt de jouer. Coucou Zoidberg. Il dit salut après. Il dit pas bonjour. Si, il est dit mais salut, mais après. Donc, dans l'idée, effectivement, il y a ce côté-là qui peut être surprenant, mais et qui permet du coup à n'importe qui de jouer dans un sens. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, à quoi bon jouer si, au final, tout va se faire sur l'aléatoire des jetons d'ébène? C'est ça, en fait, le souci. C'est pas... Ah, bah la régie a sa journée libre. Bravo, la régie. Tout, bah pas tout, mais ça peut pas mal se jouer sur l'aléatoire, dans le sens où 2 joueurs qui sont à peu près au même niveau de jeu, qui vont faire des choix à peu près similaires, au final, ça va se jouer sur les jetons d'ébène. Les joueurs vont surtout prendre des 4, 5, 6 et 7. Ben non, parce qu'ils vont prendre plus de 3, vu qu'il y a plus de 3, ils sont quand même 3 les 3. Et il y a des possibilités d'avoir des 9. Donc, dans l'idée, pour moi, c'est un peu violent. Je dis pas que
c'est la pire mécanique, que c'est horrible. Ah oui, en comparaison. Non mais 8 contre 3, oui, non mais si on parle de ce point de vue-là. Mais malgré tout, déjà, si on supprime ça, au final, ça fait que 3 de delta, c'est déjà un peu plus contrôlable par un joueur pour les calculs, etc. À mon humble avis, hein, évidemment, j'ai précisé au début du live, c'est mon avis personnel. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, que je suis un expert. Et que j'ai disséqué Sobek de joueurs à la loupe pendant tout mon week-end. Mais un avis, c'est forcément personnel. Oui, c'est plutôt une analyse qui est personnelle. Voilà. Après, rien ne t'empêche chez toi de jouer avec les règles de ton choix. Tout à fait, malgré tout. Rien ne t'empêche, mais voilà, si ça a été pensé. Enfin, si les règles ont été écrites de la sorte, c'est que c'est un choix. C'est-à-dire que c'est pas Jean-Michel ou c'est pas Bruno Catala, c'est pas Sébastien Pochon, c'est pas c'est pas Clément d'ailleurs, c'est Clément qui s'est occupé de l'édition, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être Clem ou Seb de Catch-Up qui a fait hop, alors cette fois on mettra des jetons 3 à 9 donc ils ont pas fait 5 parties pour avoir une quinzaine de parties. Il n'y a qu'une partie où ça a vraiment changé. À moi, putain, moi j'ai fait une dizaine de parties et j'ai eu pas mal de parties où ça a changé justement. C'est ça qui a fait que il y a eu une différence. Donc j'avoue que c'est pour ça que de mon retour, j'ai vraiment ça qui m'a choqué. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que il faut que ça fasse une différence, sinon ça sert à rien de l'avoir. Alors effectivement, après, on n'en récupère pas qu'un durant la partie. Et justement, ça aurait pu être aussi une méthode de se dire, plutôt que d'avoir un écart grand très aléatoire, d'avoir plutôt plus de possibilités d'en avoir et de prendre plus de risques. Dans le sens où vous avez ces tuiles-là que vous pouvez défausser pour des jetons d'ébène, mais au final, il y aurait pu y avoir aussi des situations où, par exemple, c'est défausser des jetons scarabées, donc des jetons qui me rapportent vraiment significativement des points en fin de partie, contre 2 jetons d'ébène, par exemple. Et je pense qu'il y aurait pu y avoir un apport un peu plus malin. À mon avis. Je le répète encore une fois. Mais du coup, si l'écart était moins grand, il aurait fallu évidemment plus de possibilités pour les récupérer. Dans les pirogues, tu peux réussir à récupérer les jetons d'ébène aussi, tout à fait. Tout à fait, je le disais tout à l'heure. Évidemment. Au final, on peut récupérer... Il y a... dont prendre le plus grand parmi 2 piochés. Alors, mais il n'y en a qu'un seul, hein. Donc bon, il faut qu'il soit dans la liste des 5. Sachant que vous avez au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 jetons pirogues. Hein. Donc 5 sur 13, il apparaît pas non plus tout le temps, quoi. Hein. C'est moins d'une fois sur 2. Moins d'une partie sur 2. Donc, pour moi, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est juste cet écart de jetons d'ébène que je trouve un peu grand. Parce que pour moi, mécaniquement, mathématiquement, il se rapproche beaucoup d'un jeu abstrait où on n'a pas beaucoup d'aléatoires, où on a du contrôle sur le jeu, sachant que déjà l'adversaire nous met déjà des bâtons dans les roues sur le contrôle. Si en plus il y a une trop grosse force de l'aléatoire, ça m'embête un peu. Et on en parlait, mais du coup ça ressemble beaucoup à un jeu abstrait, et notamment ça ressemble beaucoup à la mécanique de Insert, de manière assez rigolote. Dans le sens où, dans Insert, quand vous posez un pion, ça donne une direction
qui va du coup forcer l'autre joueur à placer dans cette diagonale, dans cette ligne, dans cette colonne. Et du coup c'est pareil en fait avec Sobek, du coup avec cette histoire de ligne, colonne ou diagonale en fonction de la tuile que vous prenez. Donc je trouvais que le parallèle était rigolo en plus avec Insert. Je trouvais que c'était petite fun fact. Petite fun fact comme ça. Ne le cache pas. Ah, il le cache pas, d'accord. Bon, bah, c'est très bien. Mais j'avoue ne pas avoir regardé les vidéos où il le présente. Parce que je voulais le découvrir par moi-même, le jeu, avant de regarder les avis, les critiques, etc. Mais Katala, il fait rien qu'à se copier. Quelle violence. Après, dernier petit truc qui me chafouine personnellement. Et oui, j'invente des mots. C'est ce très beau sac en tissu qui ne sert qu'à ranger quelques pièces. Au final, dans ce sac en tissu qui est quand même assez grand, hein, qui fait une main hein, quand même. Hein. Donc il est un peu costaud. En plus, il met trop d'aléatoires dans ces jeux. Vous avez au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pièces. Ah d'ailleurs, rigolo, 13 pirogues, 13 pièces. Petit retour du chiffre 13 dans le jeu. Mais il est hyper grand ce sac. Il est hyper grand pour 13 pièces, regardez. Si je réduis le sac à la quantité de pièces, ça fait ça. Il y a tout ça de sac qui sert à rien. C'est un peu dommage quand même. Alors que, parce que c'est bien indiqué, hein, c'est un sac d'ébène et 13 jetons d'ébène. Hein, donc c'est bien pour les jetons d'ébène. Hein. Pas moi qui ai fumé. Hein. Parce que au final, au début, ce que je voulais faire, c'était mettre les tuiles dedans. Ça fonctionne, hein, on peut mettre les tuiles dedans. Mais c'est pas pratique du tout. Parce que vu qu'on doit les piocher, et certaines en mettent face cachée, notamment les tuiles personnages, et bah du coup on se retrouve coincé parce que en fait quand on la prend, on peut peut-être parfois révéler la tuile personnage si on fait pas attention. Et c'est un peu dommage. Mais en vrai ça fonctionnait beaucoup mieux. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi avoir fait un aussi grand sac. Ça leur a dû leur coûter cher. J'espère pas trop. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre en mode... C'est vachement grand votre sac pour ça. C'est bon. Écoutez, hein, ils ont fait comme ça, hein, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est pas moi qui ai fait le jeu. Hein. Mais... mais qu'est-ce qu'il est grand ce sac. Il y a des choses qui sont un peu trop grandes dans ce jeu. En comparaison au plateau, qui est quand même la partie centrale du jeu. Le trop grand, trop petit. Ah oui, non, mais là, il y a une différence entre trop grand et trop petit. Là, c'est Boucle d'Or qui dort dans le lit de Papa Ours. Hein, elle est toute petite dans un truc géant, quoi. C'est peut-être un template comme ça. Bah alors, oui, mais je sais qu'il y a des templates plus petits. Normalement, après, ça dépend de l'usine. Mais normalement, il existe des templates plus petits. Sachant que, ouais, voilà, enfin... Vraiment, on aurait pu mettre beaucoup plus petit. Et t'as juste à passer 2 doigts. Donc ça va, quoi, pour attraper un truc. Donc tu vas pas t'emmerder à prendre un sac gigantesque, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter sur le jeu? En soi, j'ai fait un peu le tour, non, des retours que j'avais à faire sur le jeu. Je rappelle, malgré tout, j'aime beaucoup le jeu. Je le trouve très bien. Et j'ai hâte d'y rejouer. Parce qu'il a vraiment une belle mécanique, une belle manière de jouer. Il marche vraiment très bien, il est très agréable. Il se prend facilement en main. Malgré tout, il offre beaucoup de possibilités. Et il est très satisfaisant. Mais si je devais faire du coup un récap complet de mon avis sur le jeu. C'est un jeu qui est du coup, comme je disais, très agréable, très
très sympathique. Ça donne vraiment envie d'y rejouer, de mieux maîtriser les trucs, de mieux calculer les tuiles, etc., etc. Même prendre des notes durant la partie, ça peut être hyper intéressant. Et malgré tout, pour moi, il y a des petites choses qui font que j'ai pas la sensation que le jeu est abouti parfaitement, on va dire. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu atteindre une perfection avec un tout petit peu plus de réglage. Mais ça, c'est ma sensation à moi. C'est-à-dire que peut-être que pour d'autres personnes, c'est nickel. Pour moi, ça me semble... En fait, j'ai la sensation d'avoir deux mécaniques de jeu un peu différentes. Une mécanique très épurée, vraiment très jeu abstrait, on contrôle tout, on compte tout, etc. Et d'un coup, c'est aléatoire qui arrive et qui casse un peu le jeu, qui casse un peu ce contrôle. Notamment par les tuiles personnages qui sont face cachée, ainsi que ces jetons d'ébène, mais aussi par le matériel. Ces tuiles trop grandes, alors que les jetons pirogues sont hyper bien pensés. Et la découpe ici qui est hyper intéressante en termes de prod. Ce sac qui est trop grand. Cet ancre par contre en bois qui est pas en doré, qui est hyper bien pensé. Et effectivement il est disponible sur BGA si vous voulez le tester avant, bien sûr. Mais sinon tout est hyper malin, hyper bien pensé, c'est épuré, c'est compréhensible. Il y a ce que je disais tout à l'heure de la tenségrité, c'est-à-dire que le matériel me permet par le fait qu'il soit présent de comprendre la mécanique. Ça m'attire pas perso, je sais pas, c'est peut-être le thème. Le thème est classique, hein, il est pas transcendant, mais il est sympa. L'illustration surtout est chouette. C'est surtout ça, c'est le travail de l'illustration qui est très chouette pour le jeu par contre, en termes de thème. Mais il y a un tout petit truc qui me dit c'est pas parfait. Et notamment, je pense que pour moi, le truc qui changerait pas mal de choses, c'est le fait que les jetons Sobek, il faudrait virer soit les 3, les 8 et les 9, ou sinon, à chaque fois qu'on prend un jeton Sobek, on le place face visible, sauf quand on fait l'action de défausser une tuile pour récupérer un jeton Sobek. C'est sympa à tester quand on a déjà joué à l'ancien Sobek. Ah, j'avoue ne pas y avoir joué à l'ancien Sobek, effectivement. J'ai pas le parallèle par rapport à l'ancien Sobek. Mais voilà pour mon retour sur le jeu, malgré tout, comme je le disais, il est très bien, il est très agréable à jouer. Mais j'ai la sensation d'avoir un jeu abstrait en main et pas vraiment ce soit comme un jeu abstrait. C'est ça qui est un petit peu perturbant. Mais sinon, vraiment, très bon jeu. Bravo, Bruno Catala, Sébastien Pochon, Catch-Up Games et Nayad. Voilà pour ce petit retour. Donc, de ce que moi je vois dans le chat, effectivement, Manas, tu as l'air d'avoir vraiment bien aimé le jeu. Zoidberg, oui, tu avais déjà vu les parties qu'on avait faites sur BGA, quelques parties qu'on avait faites sur BGA. Mais j'avoue, c'est vrai que ça peut ne pas attirer tout le monde, hein. C'est surtout pour les gens, par exemple, qui aiment bien les jeux où on se prend un peu la tête, qui aiment bien, par exemple, Botanique, dans l'idée de jeux récents, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui peuvent être un peu similaires. Malgré tout, c'est un jeu un peu plus léger, quoi. C'est-à-dire qu'on se prend la tête, mais à la fin de la partie, on n'est pas épuisé. Donc, c'est un peu plus léger, on va dire. Mais c'est sympa quand même. Mais sinon, oui, hein, de toute façon, le travail est hyper bien réalisé. Et ouais, j'essaierai, je pense, de faire ce truc avec moins d'aléatoire avec les jetons Sobek.
mais je pense vraiment que ça peut être vraiment sympa. Dans le sens où, du coup, on peut un peu mieux calculer, on peut mieux se dire, ouais, mais du coup, l'adversaire, est-ce qu'il a, genre, s'il a 2 jetons Sobek, est-ce qu'il a 8 ou est-ce qu'il a 14? Ce qui rend déjà le truc un peu plus confortable, quoi, un peu plus compréhensible. Donc voilà.